Donc un commentaire de notre collègue Perihan Farou. Merci. Avec nous en ligne l'ambassadeur Mohamed Al-Nouqali. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, madame. Joyeux Noël. Merci, pareillement. Monsieur l'ambassadeur, nous venons juste de parler de Libye, de cette résolution, de la décision plutôt du Conseil de sécurité et de contrer la montée du groupe terroriste de Daesh en Libye. Comment vous pouvez évaluer cette phrase exactement? Moi, je veux dire quelque chose que les Nations Unies ont fait beaucoup d'efforts du temps de Monsieur Léon. Et M. Kobler poursuit les efforts. Mais ces efforts-là, ils ont recueilli 24 signatures qui ont affirmé leur soutien aux représentants de l'ONU. Mais il manque la principale, c'est Tripoli. Il y a toujours des tractations sur le terrain, il y a toujours des calculs et des privilèges qui se disputent entre les factions différentes. La formation, c'est vrai que ça a été signé à Sekhirat au Maroc pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais reste à savoir comment appliquer ça sur le terrain. C'est-à-dire, pour signer les documents, il y a rien de plus facile, mais l'essentiel, c'est de mettre en application pratique ces signatures et ces décisions. Les Nations Unies, ils ont confirmé, ils se sont déterminés pour soutenir le gouvernement. Une fois qu'il y aura un gouvernement effectif en Libye, il y aura une levée de l'embargo, parce qu'actuellement il y a un embargo sur l'armement de l'armée libyenne. Il y a toujours un litige entre Tripoli et Tobrouk concernant l'armée, concernant le ministre de la Défense, le général Haftar. Et ça, c'est un point principal il a été évité jusqu'à maintenant, n'a pas été discuté à fond. Alors, une fois que je vous dis qu'il y aura ce gouvernement, et on enlèvera l'embargo sur l'armement de l'armée libyenne, ce qui va lui donner une force de plus pour combattre Daesh. Mais le problème de Daesh, maintenant qu'ils sont en train de se forcer à Sirte et même à Al-Beda, mais en Sirte, je crois qu'ils ont formé une base très importante, car il y a un afflux qui vient de l'étranger, tous les combattants, les djihadistes qui désertent la Syrie pour venir se concentrer en Libye. Et ça pose un problème, une menace permanente pour l'Europe et pour tous les pays limitrophes de la Libye. Oui. Donc, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que les deux parties sont vraiment déterminées pour ce gouvernement d'union nationale en Libye? Ils sont déterminés, mais il y a des deux côtés, il y a des radicaux, il y a des gens durs qui ne voient que leurs propres intérêts. Parce que une fois qu'il y aura un gouvernement d'unité nationale, c'est-à-dire qu'il y a un État. Maintenant, c'est un pays sans État. Il n'y a pas d'État, il y a un pays. Alors, il y a des factions, des groupes qui profitent de cet état de chaos. C'est la pagaille, personne ne contrôle rien, et eux, ils profitent de cette situation. Mais une fois que l'ordre sera mis, eux, ils perdront beaucoup de leurs privilèges. Alors, il reste à savoir la force des modérés, des personnes modérées des deux côtés. Parce que je crois personnellement qu'il y a une volonté authentique, une volonté vraiment très forte de former ce gouvernement. Mais il y a toujours des peurs, il y a toujours des radicaux qui menacent les deux côtés. Oui, certainement. D'accord, merci infiniment pour cette intervention. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Al-Nouqali, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, très bonne soirée et très joyeux Noël. Voilà donc, Dr Ismail. Nous allons un peu laisser de politique de côté et parler plutôt dialogue aujourd'hui, la tolérance. Hier, le discours du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a été diffusé encore une fois, un discours qui parle de tolérance, qui parle de fraternité, qui parle d'unité de ce pays. Commençons donc par le mot tolérance. Aujourd'hui, le Moyen-Orient est terni par des images assez noires et le terrorisme qui a frappé aussi l'Europe, oui. La France surtout. Comment aujourd'hui, nous, en tant que citoyens,
nous sommes toujours prêts à célébrer la commémoration du prophète Mohammed, à lui salut et bénédiction. Et en même temps, nos amis, nos frères aussi sont en train de célébrer la fête de Noël. Et nous sommes tous prêts pour accueillir cette nouvelle année avec tolérance, avec dialogue, avec amour. Déjà, est-ce que nous avons un problème dans le dialogue ou pas? Bien sûr, en islam, on n'a pas de problème pour la religion. Mais toujours on doit différencier entre le principe de l'islam et la pratique des musulmans. La pratique, c'est toujours représente autre chose par rapport aux principes de l'islam. Comme déjà dit le principe de l'islam, la merci, la tolérance, le respect, plein de choses qu'on peut dire pour les moraux de l'islam. Okay? Ça, c'est les sortes de fondamentaux de l'islam, ou des bases de l'islam. Mais la pratique de musulmans, c'est ça la catastrophe pour nous. Ça, c'est quelque chose qu'on souffre beaucoup. La patrie en islam, c'est une patrie très civile. C'est une patrie pour tout le monde. Et le premier état de l'islam, c'était l'état de la Médine. T'imagines, après le prophète Mahomet, il a migré à la Médine. Qu'est-ce qu'il a fait au début? Il a fraternisé entre les compagnons du prophète. Et en même temps, il a donné comme impact aux Juifs qui vivaient là-bas à la Médine pour la sécurité, d'être sûr chez les quartiers juifs. Il y avait alors à la Médine plusieurs quartiers juifs qui étaient au bord de la Médine, quartier Banu Quraïza, Banu Nadir, bien sûr on parle de Khaybar, on parle plusieurs là-bas, donc Banu Qaynuqa c'était là-bas, donc plusieurs, c'est 4 ou 5 quartiers de juifs qui étaient à la Médine. Donc il y avait une grande population de juifs qui vivaient là-bas à la Médine. Le prophète Mahomet, quand il était là-bas, les juifs leur donne la sûreté, leur donne la sécurité chez eux. Et comme on dit là, Lahumma lana wa alayhum alana. Donc ils ont tous les droits que nous avons et aussi ils ont les devoirs que nous avons. Donc c'est ça la patrie en islam qui respecte les non-musulmans. Et pour ça, c'est en Coran, quand on entend le verset « Wala tujadilu ahl al-kitab illa billati ahsan ». Tu imagines ça? Il ne faut pas argumenter, il ne faut pas discuter avec les non-musulmans qu'avec la meilleure façon. C'est ça le respect donc, que nous avons pour respecter les autres. On n'a pas d'obligation en islam. Il ne faut pas obliger les autres pour être musulmans. La ikraha fi din. Ça, c'est un verset de Coran. Il n'y a pas d'autres mots qui sont plus clairs que ça pour dire aux musulmans, pour dire aux gens qui portent le masque de l'islam que c'est ça, bien sûr, le principe de l'islam qui respecte les autres. Oui, on prêche les autres, on leur dit le principe de notre religion, ils parlent de quoi et de quoi, mais en même temps, on n'a pas de force on n'a pas de pouvoir pour obliger les autres pour nous suivre de même religion. On les laisse, mais on les prêche, on leur dit de notre principe, mais il n'y a pas d'obligation de l'islam. Il y a comme Daesh, les groupes terroristes comme ça, ceux qui considèrent qu'ils sont le groupe sauvé, que le prophète il a parlé sur eux, que ma nation alors sera diffusée, alors plus de 70 groupes, et sont tous à l'enfer sauf un seul groupe. Les terroristes comme ça, alors on est le groupe sauvé que le prophète parlait sur nous, il a prévu de parler de nous avant et tout ça. Donc, ils sont malades par cette pensée-là. Et oui. Je vous coupe la parole encore une fois. On parle d'une part sur le groupe terroriste de Daesh et d'autre part, on parle aussi du dialogue. Okay. Est-ce que vous pensez que la communauté musulmane à travers le monde a-t-elle un problème de dialogue? Qu'est-ce qui manque aux musulmans pour refléter cette image d'amour, de tolérance, de fraternité de l'islam? Le problème, non, c'est on est séparés. Okay? Chaque nation, chaque pays islamique, alors, c'est avec ses intérêts, avec les groupes qu'elle appartiennent, avec aussi d'un côté d'un pouvoir international, c'est comme ça. Donc, on est divisé alors de l'intérieur. Donc, on a besoin de s'unir. Okay? En même temps, on doit avancer les intérêts de notre religion avant les intérêts de notre pays ou les intérêts matérialistiques que nous avons. Si on regarde la scène pour tous les pays islamiques ou les pays musulmans, vraiment, c'est
faible l'image et c'est vraiment tout ce qui se passe maintenant, la division de beaucoup de pays islamiques, c'est un résultat normal de la faiblesse de musulmans. Et toujours, on rappelle le mot de Cheikh Mohamed Abdou Kanté, il est parti en France, en Europe, il a déjà dit que alors je vis un islam sans voir des musulmans. Et quand je suis revenu alors en Égypte, alors je vis des musulmans mais sans l'islam. Donc c'est toujours l'amalgame entre les principes de la religion et la pratique de croyants qui appartiennent à cette religion-là. Mais alors, toujours, j'ai le verset du Coran qui est toujours dans ma tête et qui s'y résonne toujours. C'est une chose, c'est un principe très très important. On doit se changer de l'intérieur pour le bien, donc moi, personnellement, et puis avec ma petite famille, avec la communauté qui est à côté de moi, et puis ça propage pour le monde entier, pour les musulmans et pour tout ça. Si on s'échange pour le bien, bien sûr, ça sera bien pour toute la communauté. Mais toujours, on avance les intérêts personnels de la personne, mieux plus que pour les intérêts pour la communauté et même pour la religion. Par exemple, le frère musulman, c'est un groupe qui commence, peut-être on peut dire, oui, c'est dans un bon moment pour le retour à l'islam et tout ça, et pour le califat, bien sûr, on ne peut pas dire que c'est non. Mais la pratique après, c'était catastrophique pour de tels groupes comme ça, parce qu'ils ont utilisé la violence pour propager les idées. Pensent. En même temps, ils ont affirmé qu'ils sont le groupe que le prophète il a déjà parlé sur eux, ils sont le groupe sauvé. Après de ces groupes-là, de frères, donc est sorti beaucoup de problèmes, beaucoup de pensées terroristes. Saïd Qutb avec ce livre, après avec tous les groupes qui s'appellent djihadistes. Et bien sûr, ils ne sont pas des djihadistes, ils sont des tueurs, ils sont des militaires, ils sont comme ça. Mais après, on commence d'utiliser la violence. Et Daesh après, c'est le plus mauvais résultat qui le frère musulman qui nous donne à la fin. C'est l'idée comme ça, parce que toujours on avance les intérêts du groupe avant d'être prieur plus